Les poids lourds, c'est vraiment pas une division de fous. En tout cas, jusque très récemment, c'était probablement la pire. Le niveau était bas, les combattants peu intéressants, bref, pas la joie. En fait, il y avait toujours un ou deux combattants talentueux qui se disputaient le trône, c'est vrai. Mais tout le reste de la catégorie n'avait pour eux que le fait que, quand tu pèses 120 kg, bah tu frappes fort. Sauf que, et on va en parler, il y a eu plus qu'une bouffée d'air frais récemment. Un ouragan qui a violemment rebattu les cartes et créé la catégorie telle qu'on la connaît aujourd'hui. 3 combattants débarqués de nulle part ont complètement changé la donne. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter l'histoire du bon, de la brute et du truand, marquant la renaissance de la catégorie reine. Et on va commencer par la brute, un monstre ayant traversé déserts et murailles, mers et crânes pour avoir, sein à sa taille entre deux scalps, lors de l'UFC. Francis Ngannou est le plus grand cogneur de l'histoire du sport. Ce qu'il touche, il couche. C'en est presque divin, le gars ne semble pas répondre aux mêmes lois de la physique que nous autres, simples mortels. Vous allez me dire que je viens de râler parce que les poids lourds se contentent de frapper fort, et là je m'excite parce que j'ai trouvé un poids lourd qui frappe encore plus fort. Alors non, pas du tout même. Francis Ngannou ne frappe pas simplement fort, il répond à une question. Qu'est-ce qu'il se passe si un cogneur monstrueux décide d'être intelligent? Parce qu'il a traversé l'enfer pour arriver jusqu'en France, du désert du Sahara aux murailles de Melilla. Et la raison pour laquelle il s'est infligé tout ça, c'est une image bien précise dans sa tête. Lui, champion du monde. Il faudra plus que de la force pour y arriver. Et il le sait. Il est certes surpuissant, mais techniquement très en retard sur les autres monstres qu'il va devoir aligner pour accomplir son rêve. La majorité d'entre eux ayant commencé à s'entraîner pendant leur adolescence, voire dès l'enfance. Il va donc devoir trouver comment pallier à ce problème, en plus de régler un léger détail. Actuellement, il est à la rue et sans papier. Après moult péripéties, il est recueilli par un coach local qui accepte de le former gratuitement. Ce coach, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un certain Fernand Lopez. Quand Francis arrive chez lui, on est en 2013. C'est l'arrivée de Conor McGregor à l'UFC, et un an avant la dérouillée que TJ Dillashaw va mettre à Renan Barão. Pourquoi c'est important? Ces deux combattants vont révolutionner la manière de boxer à l'UFC. On les appelle les néo-frappeurs ou karaté-boxeurs. Ce sont des combattants spécialisés dans le pied-point qui misent sur leur déplacement pour surprendre leurs adversaires debout et empêcher les lutteurs de les amener au sol. Et Fernand Lopez a senti que le vent allait tourner en leur faveur dans un futur proche. Il s'est donc spécialisé dans ce style de boxe. On pourrait se dire que comme certains sont déjà efficaces à ce moment, essayer de forter un combattant qui débute à ce style, c'est se diriger tout droit vers le massacre, puisque le temps qu'il arrive à un bon niveau, le reste du sport aura trouvé la solution. Le truc, c'est que les poids lourds ont plus de 10 ans de retard sur les autres divisions. Ils ont donc non pas du retard sur la catégorie, mais de l'avance. Et avec un peu de chance, Ngannou aura peut-être eu un peu de succès avant 2023. Ses premiers combats se font dans différentes organisations locales, où il amasse un bilan de 5 victoires pour une défaite. Puis, direction la plus grosse ligue de MMA au monde. Quand il débarque à l'UFC, on peut déjà voir que le Predator est le futur de cette division vieillissante. Son style est simple. Avec sa puissance, il ne doit se concentrer que sur un seul objectif. Toucher, une seule fois, pas plus. Ça suffit. Là où il fait toute la différence, c'est que pour assurer le succès de cet objectif, il a une méta bien plus complète que ses confrères poids lourds. Une méta, terme que je tire du jeu vidéo, est la manière de procéder pour gagner. Ici, réussir à satelliser son adversaire. Je vous donne un exemple. Vous prenez n'importe qui dans la rue. En 1 heure, vous saurez lui apprendre à envoyer un jab. Par contre, vous n'en ferez pas un Georges Saint-Pierre. Parce que savoir envoyer un coup, ce n'est pas savoir l'utiliser. Ce qui fait un bon boxeur, ce n'est pas qu'il sache envoyer un jab, c'est qu'il sait quand l'utiliser, dans quelles circonstances, et même comment créer ces circonstances. Francis utilise pour cela une anglaise propre, pour exploiter sa puissance, quelques low kicks pour varier les attaques et réduire la mobilité de son adversaire, une cible statique et bien plus facile à toucher, ainsi que des déplacements intelligents et une certaine patience. La patience est vitale, car si le cogneur peut générer infiniment plus de puissance que l'être humain normal, ça lui coûte également une quantité d'énergie hallucinante, ce qui fait que s'il ne se tempère pas, il peut très vite se retrouver face à un adversaire très énervé et en pleine forme, alors que lui, il n'a même plus l'énergie pour se défendre. Son objectif est donc de ralentir le combat le plus possible, puisque s'il peut aller à son rythme, il gagnera par défaut, car c'est lui qui fait le plus de dégâts sur une seule frappe. Mais bref, quelques temps plus tard... On le met face à un combattant tout aussi flippant que lui, Alistair Overeem. Surnommé Uberim à sa période viande de cheval, l'arrivée de l'USADA, l'agence antidopage surveillant l'UFC, a mis fin au buffet spaghetti traîne bolognaise d'alistéroïdes testostérone. Et à la surprise générale, il s'en est très bien tiré. Quand tous les chargés du sport se faisaient ruiner parce que, hormis leur puissance aberrante et leur cardio absurde, ils n'avaient pas grande compétence technique, Alistair, lui, a su se créer un jeu impressionnant, mêlant déplacement et accrochage d'une technicité encore jamais vue chez les lourds. En fait, un futur prodige aura un style assez similaire dans quelques temps, et reprendra ses concepts à sa sauce. Mais on verra ça plus tard. Pour le moment, on va se concentrer sur ce moment crucial, puisque si Francis l'emporte, il aura le droit à la chance au titre, la possibilité d'accomplir son rêve, devenir champion du monde.
Bon, c'était violent. Avant ce combat, les gens commençaient un peu à s'intéresser à Francis, mais là on en arrive à un tout autre niveau. Dana White, le patron, fait lui-même la promotion de l'homme le plus terrifiant de la planète. À en croire ses paroles, se faire frapper par le Predator équivaut à se faire renverser par une Ford Escort lancée à pleine vitesse. La machine de mesure de force de frappe de l'Institut de la performance de l'UFC le sacre comme étant la plus grosse puissance de frappe au monde. Tous les médias en parlent, voici la nouvelle ère poids lourd et son nouveau roi. Francis va accomplir son rêve, toute cette souffrance, tous ces sacrifices, tout ce qu'il a fait va payer ce soir. After 5 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. Une défaite, ça arrive, et la solution se trouve dans ses anciens combats. La patience qui le caractérisait à ses débuts lui a fait défaut, il a couru sur Miocic, envoyé autant de crochets que possible, et finit par cramer ses réserves d'énergie dès le premier round. Le reste du combat s'est donc réduit à une épreuve de survie, plutôt qu'à une chasse pour la ceinture des lourds. Mais ce n'est qu'un revers, et là son prochain combat ne comporte pas ce risque. Derrick Lewis est le deuxième poids lourd le plus puissant. Il frappe fort, mais c'est tout. Aucune profondeur technique et peu d'intelligence de combat. Ngannou va lui rouler dessus, et comme les deux frappent comme des mules, c'est une finition garantie. Je vous laisse en profiter. His headline. Ngannou very patient here. A lot of feints, sizing it up. We haven't even seen him throw a strike. Lewis is the one throwing it because he knows that that's not Ngannou's natural stance. So that's what you want to do, fire on it. Make them use their defense where they're not comfortable. See, look at him grab his back. Lewis grab his back. You guys need to engage. Might be looking at the most boring heavyweight decision of all time. Derek the Black Beast Lewis. Bon, c'est encore aujourd'hui considéré comme une référence dans les combats les plus horribles de l'histoire. À part Esparza Namajunas 2, peu de combats arrivent à sa cheville en termes de non-violence. L'UFC, et Dana White particulièrement, pourtant tellement fan de Francis il y a 2 combats, lui voue maintenant une haine féroce et décide de se servir de lui pour propulser d'autres combattants. Par exemple, Curtis Blaydes, que le Predator a battu en début de carrière. C'est le moment de permettre à Curtis de prendre sa revanche et de le propulser en haut des classements. On l'a vu face à Miocic, la lutte est son point faible, et Razor Blaydes est le meilleur lutteur de cette nouvelle génération de combattants. Tout ce qu'il a à faire, c'est la mener au sol. Oh! Over the top with a right hand! Oh, this is bad news! That's it! Francis Ngannou wins in Beijing! Pas de bol pour les grands plans de Dana White, Francis semble avoir retrouvé sa patience d'autrefois, mais conservé l'instinct de tueur appris au cours de ses derniers combats. Mais ce n'est pas pour ça que l'UFC lui a pardonné le combat face à Lewis, loin de là. Pour son prochain combat, on le met face à Cain Velasquez, un combattant mêlant lutte et boxe comme peu avant lui. 2 fois champion du monde, il a pour spécialité les cogneurs, ayant littéralement pris des années d'espérance de vie à Junior Dos Santos, énorme cogneur lui ayant ravi la ceinture lors de son premier règne. Actuellement, Velasquez revient d'une blessure au genou, et l'UFC se sert de ce combat pour déterminer qui a un futur dans l'organisation et qui peut d'ores et déjà prendre sa retraite. Qui, de la légende ou du jeune talent, survivra. But in terms of his body, he's never felt more confident in it. Oh, Velasquez is hurt. Suivant. Did you hear the rumor they're trying to make Francis Ngannou JDS late summer? Oh no. Oh no, for who? What do you think? La pandémie couplée à l'interminable saga Cormier-Miocic qui bloque l'accès à la ceinture depuis déjà 2 ans semble être des raisons suffisantes pour l'UFC de ne toujours pas offrir à Francis sa deuxième chance au titre. Mais bientôt il sera évident aux yeux de tous que le Predator doit combattre pour la ceinture, lui et personne d'autre.
Mais pardonner ce combat face à Lewis, ce n'est toujours pas au programme. C'est pourquoi, pour apaiser les foules, l'organisation décide de mettre en place un combat pour le prochain prétendant au trône. Francis a peut-être enfin sa chance. Mais en face de lui se tient le kickboxer ultra dangereux Jairzinho Rozenstruik, qui vient de littéralement couper en deux Alistair Overeem. Rozenstruik, c'est 10 combats, 10 victoires et 9 KO. Sa puissance hors norme doit faire prendre tout un tas de précautions pour ne pas finir dans les limbes de l'inconscience. Pour illustration, le KO face à Overeem, c'était à 4 secondes de la fin, alors qu'Alistair avait été parfait sur 24 minutes et 56 secondes. Pour le battre, il faut avoir une précision de chirurgien, tant dans sa défense que dans son offense. Early inside leg kick is there for Biggie Boy. Rozenstruik is out! Sauf quand on tient plus du tractopelle que de l'être humain visiblement. Alors c'est super impressionnant, franchement. Mais c'est surtout très inquiétant. La dernière fois qu'il a combattu comme ça, il s'est fatigué et a perdu parce qu'il n'a pas su conserver son calme et ses moyens. S'il refait ça face à Stipe Miocic, qui a entre-temps perdu puis récupéré sa ceinture face à Daniel Cormier, il va se faire broyer, comme la dernière fois. C'est donc dans un mélange d'excitation et d'appréhension que le public derrière Francis voit la revanche être officialisée pour l'UFC 260. Il semble s'être amélioré depuis le premier combat, mais est-ce que ce sera suffisant ? Pour gagner, il doit parfaitement exécuter la stratégie que tout cogneur doit appliquer contre un lutteur, que l'on va détailler en plusieurs points. On a déjà parlé du fait qu'il doit installer le rythme le plus lent possible, mais si lui peut ralentir le combat debout, il ne pourrait en revanche rien faire au sol, puisque celui qui choisit le rythme est dans 99% du temps celui au-dessus. La défense de lutte devient donc une priorité. Francis a donc tout intérêt à se concentrer sur une boxe en direct pour toucher son adversaire de plus loin et donc se permettre une plus grande distance entre ses jambes et le lutteur. Également, une stratégie qui s'est avérée être très utile contre les mouvements de tête et qui peut aisément être utilisée contre un lutteur cherchant à plonger sous un coup pour amorcer l'amener au sol, c'est d'envoyer son premier coup dans la poitrine de l'adversaire, ce qui l'empêche de descendre sa tête pour se jeter dans les jambes sous peine de manger un coup dans le visage. Dernièrement, la première défense de titre de Miocic contre Alistair Overeem montre une ouverture qui serait parfaite pour Ngannou. C'est la tendance que Stipe peut avoir à se précipiter. En effet, Overeem utilise beaucoup de mouvements dans sa défense et avait tendance à reculer à chaque fois que Stipe avançait. Ce dernier a fini par s'y habituer et rentrait systématiquement quand Alistair reculait. Et quand le Hollandais violent a décidé de ne plus reculer et de contrer, Miocic s'est empalé dessus, habitué à rentrer quand Overeem sortait. Si c'est Francis qui frappe, c'est game over. Bon, il a fait encore mieux que prévu. Dans ce qu'il a ajouté à son jeu, on peut parler de son changement de garde en fausse patte pour envoyer son coup de pied circulaire à la tête, mais surtout, il a menacé Miocic en lutte, et ça c'est impressionnant, puisqu'il a inversé les rôles, et à partir de ce moment, Stipe devait également penser à défendre de potentielles attaques en lutte. And new heavyweight champion of the world. Francis, how does that feel? Champion du monde. Et à part Stipe, personne ne peut lui résister. Personne ? Pas vraiment, parce que quand Ngannou décapitait à tour de bras, quelqu'un montait également les classements. Je sais de qui je parle, vous savez de qui je parle, le monde sait de qui je parle, musique. Up now as the big bombs are coming. He's looking for the heel hook. Oh, he gets the tap! No way! Submission number 2. Cyril Gane est en beaucoup de points l'opposé de Francis. Il ne frappe pas du tout comme une mule, mais est ultra technique et talentueux. Ne semble nécessiter que très peu d'entraînement pour atteindre un niveau stratosphérique de technicité, et globalement ne ressent pas la pression comme un individu normal qui irait se battre dans une cage devant des millions de spectateurs. Ce qui est véritablement intéressant, c'est que les deux combattants poids lourds sur le toit du monde viennent de la même salle d'entraînement, le MMA Factory. Et donc tout leur style repose sur des déplacements. Mais si Francis s'en sert pour amener sa foudre sur la pauvre âme en face, Cyril, lui, s'en sert pour tromper
son adversaire, fausser les distances et créer un style ultra technique dans lequel il va perdre sa compétition. Là où Francis éteint ses adversaires en 2 minutes, Cyril les humilie sur 25 minutes, en les touchant à répétition. Comme vous avez pu vous en douter quand j'en ai parlé tout à l'heure, il est à mes yeux l'héritier spirituel d'Alistair Overeem, avec un style basé sur la gestion des distances par les déplacements et les accrochages, les stéroïdes en moins, le menton en plus. Un style aussi raffiné ne peut que ravager les poids lourds, combattants statiques ne comptant que sur leur puissance naturelle, parce que si tu peux étaler n'importe qui sur une frappe mais que tu ne touches pas, ça ne fera rien, et mouvements de tête couplés à déplacements hors du commun en font une cible intouchable. Bon, reprenons notre histoire, un peu avant que Francis ne décapite Miocic. À ce moment, Cyril n'a pas encore combattu de gros noms. Il a simplement soumis une ceinture de jiu-jitsu brésilien pour ses débuts, ruiné un prospect et battu le record de la soumission la plus tardive de la division sur une clé de talon. Le tout en étant de base un boxeur taille. Mais ce soir de décembre, ce manque de nom au palmarès va changer, puisqu'il est mis face à l'ancien champion du monde Junior Dos Santos, le même qui a pris un KO contre Francis. Ce combat est super intéressant pour plein de raisons. Junior Dos Santos est un nom, et surtout, c'est enfin un combat qui va se faire, les 2 précédents ayant été annulés. Si le combat contre Ngannou était un coup de pelle et de dos, celui que Cyril va faire est l'un des plus beaux exemples de création de confusion dans l'esprit de l'adversaire qu'il m'ait été donné de voir. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est le niveau de fourberie, et je dis ça avec le plus grand respect, que Cyril emploie. Tenez, regardez ça. Ça, c'est du génie. C'est du génie parce qu'il y a 5 ans, jour pour jour, un certain Conor McGregor disait « Time beats speed ». Le timing bat la vitesse. On va prendre un exemple. Cette voiture est plus rapide que celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il peut se passer ça alors ? Parce que, en tenant compte de la vitesse de la voiture orange, l'autre a pu arriver pile au bon moment. C'est ça le timing. C'est utiliser la vitesse de l'adversaire contre lui pour prédire quand et où frapper. Une fois que cette vitesse est connue, elle est une constante qui permet de comprendre à l'avance la trajectoire qu'auront les coups ou la tête de l'adversaire et réagir avant même qu'ils aient atteint leur cible ou que la tête soit à portée du coup qui lui est réservé. En résumé, le timing bat la vitesse, puisque la vitesse est juste rapide, alors que le timing prédit l'avenir. Maintenant, comment la voiture orange aurait pu éviter ça ? En freinant évidemment, en changeant sa vitesse. On va regarder à nouveau la série de coups de pied de tout à l'heure. La vitesse n'a rien à voir. Voilà ce que ça rend au ralenti. Si les 2 coups partent au même moment, l'arrivée en revanche n'est clairement pas simultanée. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Junior veut contrer, il n'a aucune base sur laquelle calculer son contre. Si vous avez déjà boxé, joué à n'importe quel jeu vidéo ou essayé de jongler, vous savez que tenter un mouvement sans savoir quelle est la vitesse de l'objet ou adversaire, c'est s'en remettre au hasard. Pas sûr que Junior Dos Santos veuille jouer sa conscience sur un pile ou face. Bien sûr, Cyril envoie ses coups lentement au début de combat, puis accélère au fur et à mesure. Comme ça, si Junior contre, il se fera surprendre par la vitesse. Et s'il décide d'attendre pour avoir le bon timing, il se rendra vite compte que la vitesse varie et donc ne tentera rien, laissant ainsi le champ libre au bon gamin pour installer tranquillement son jeu. Timing beat speed, oui, si la vitesse reste la même. Mais maintenant que Cyril fait varier la vitesse, timing ne beat plus rien du tout en fait, puisqu'il est impossible de se synchroniser sur une vitesse qui change en permanence. Vous trouvez ça hyper compliqué et ultra retors ? Rappelez-vous que vous regardez une vidéo. Les poids lourds en face, ils doivent le comprendre en combat, en prenant des coups et en risquant un KO à tout instant. Je vous laisse regarder la suite et constater par vous-même l'efficacité de ce stratagème. Après ça, il continue sa route, marquant des décisions parfois jugées ennuyantes, mais ne prouvant véritablement qu'une seule chose. Cyril Gane fait absolument ce qu'il veut. Il dicte le rythme du combat, son déroulé jusque dans les moindres détails et ne semble absolument pas surpris de détruire la compétition de manière aussi écrasante. Il arrive jusqu'au titre intérimaire, remporté contre Derrick Lewis à son domicile au Texas par KO technique au 3e round, et affiche un bilan de 10 victoires pour 10 combats, champion intérimaire, tout ça en 3 ans passés dans le sport. Hallucinant. Maintenant, vient la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette technicité hors norme va suffire ? Parce que le titre intérimaire n'est pas un titre absolu. C'est une provocation, un message pour le véritable champion, une contestation de son règne. L'un doit toucher une fois, l'autre doit être parfait. Et les deux ont largement prouvé en être capables lors de leurs derniers combats respectifs. Ce combat fratricide est prévu pour l'UFC 270, et le public francophone est aux abois, puisque les deux sont des produits français issus de la même salle de MMA de Paris, l'un ralliant l'Afrique, l'autre étant le plus grand espoir français pour le titre UFC. De plus, les enjeux de ce combat dépassent complètement le cadre sportif, puisque Francis tente le pari le plus risqué qu'un combattant n'ait jamais pris, à savoir combattre pour la ceinture mondiale sans avoir de contrat avec l'UFC pour la suite. Ce qui veut dire que s'il perd, il n'aura aucun pouvoir de négociation avec l'UFC et devra accepter toutes leurs clauses de contrat. Par contre, s'il gagne, il pourrait parfaitement partir de l'UFC en tant qu'agent libre, et ce avec la ceinture et la réputation d'être le meilleur poids lourd de la planète. Un qui tout double en somme. Pour les prédictions, c'est assez facile. Francis frappe fort et Cyril frappe bien. Donc on se dirige soit vers une domination du français, soit vers un KO expéditif du camerounais. Mais peu relève le fait que, dans le coin de Francis, se trouve un certain Kamaru Usman, champion des poids welter et lutteur accompli.
Est-ce que c'est la plus belle affiche de l'histoire de la catégorie? UFC 270 Ciryl Gane versus Francis Ngannou is coming up Saturday. I personally predict this will be the biggest heavyweight fight in all time. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to leave the fight. Was on his opponent, Francis Ngannou. More effective. Win this game anyways. Work here. Leg of Gane from Francis. And if it looks pretty, then Cyrill's development as a fighter. He's understanding that he can't try to throw it. On se dirige tout droit vers une décision en faveur de Cyril, qui domine largement debout, et semble faire ce qu'il a toujours fait, avoir 20 coups d'avance debout. Pour Francis, la défaite paraît de plus en plus inévitable. Mais peu relève le fait que, dans le coin de Francis, se trouve un certain Kamaru Usman. That's what Francis said. Face him now, that's something we never anticipated. Francis being the one to secure a takedown. McMahon's over here laughing like, oh! Après ce combat, Francis fait l'impossible et retourne le contrat de l'UFC contre eux. Il part de l'organisation, champion et auréolé de gloire, laissant la division à un Cyril Gane passé à un cheveu d'être l'homme le plus dangereux de la planète. En regardant la catégorie des lourds, personne ne pourrait poser de problème à Cyril dans les médias. Thomas Spinal est loin dans les classements et tout le reste n'a clairement pas le niveau pour seulement survivre plus de 3 rounds avec lui. Il le prouve en tartinant Tai Tuivasa devant le meilleur public de l'histoire de l'UFC. Et ne venez pas me parler des Anglais, on est clairement les meilleurs. Bref, je ne m'étends pas sur la stratégie de Cyril, j'en ai déjà fait une vidéo, mais le combat est dingue, l'ambiance est dingue, et tout le monde sait que personne dans la division ne pourrait résister au bon gamin. D'ailleurs, maintenant que Francis est parti, il va bien falloir le remplacer, et il faut trouver un adversaire à la hauteur pour Cyril. Mais comme on l'a déjà dit, aucun poids lourd n'a la moindre chance. Sauf que la menace ne vient pas des lourds, elle vient d'en bas. L'ancien champion des lourds légers arrive et il ne vise rien de moins que le titre que Cyril convoite également. Si je devais vous demander qu'est-ce que le combattant parfait, quelle serait votre réponse? Un sauvage ultra-violent comme Wanderlei Silva? Ou un compétiteur gentil mais sans pitié une fois dans la cage à l'image de Georges St-Pierre? Je pense que je dirais un sociopathe froid et calculateur. Quelqu'un sans aucun état d'âme, prêt à tricher, blesser et briser n'importe qui sur sa route. Et devinez qui correspond parfaitement à cette description? John Bon Jones! You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I bet you I could. Jones est certes parti du sport il y a 3 ans, mais il est considéré par beaucoup comme étant le plus grand combattant de tous les temps. Devenu champion du monde à seulement 23 ans, n'ayant jamais perdu et dominant sa catégorie depuis 2011. Quand il arrive chez les lourds, c'est avec l'objectif d'étendre sa légende déjà hors norme, et personne ne lui fera obstacle. Deux minutes pour expliquer au monde qu'il y a bon, il y a excellent et il y a Jon Jones. Johnny Bones aura sa vidéo complète, du coup on va se concentrer sur Bon Gamin, qui ne semble pas comprendre ce qui vient de se passer. Quand il avait perdu face à Ngannou, c'était dans une décision très serrée, et s'il n'avait pas eu la victoire, il avait au moins pu s'exprimer et montrer une grande quantité de ses talents. Là, il s'est fait écraser avant même de pouvoir se lancer. Ce qui, je dois l'admettre, je ne me serais jamais imaginé ça chez lui, l'a laissé dans un état de rage assez incroyable, et le pauvre Sergei Spivak en a fait les frais. Maintenant, le message est clair. Si tu affrontes Cyril en France, apprends à protéger ton corps. Sergei avait tendance à tenir une garde haute et Bon Gamin a parfaitement exploité cette information pour contourner la garde et frapper au corps. Reprenant d'ailleurs la spéciale Junior dos Santos en utilisant le jab au corps.
Pour la suite de notre Vendéen national, je pense qu'on se dirige vers un affrontement contre Tom Aspinall, dont la technicité pourrait bien lui poser problème. Mais d'autres parlent d'un affrontement contre Pavlovich, ce qui serait assurément un sacré feu d'artifice. En attendant, si la vidéo vous a plu, dites-le par un pouce ou en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. Sur ce, à la prochaine.